vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le projet de réforme des retraites examiné aujourd'hui en Conseil des ministres alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue et que les transports sont de nouveau perturbés. Édouard Philippe annonce dans le journal La Croix que la conférence de financement débutera le 30 janvier. Le pays ne s'apaisera jamais par l'immobilisme, dit-il. On va parler de tout ça avec le sénateur socialiste du Val d'Oise, Rachid Temal. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Vesseredon du groupe EBRA. Et puis vous l'avez vu, toute la semaine, nous avons suivi la campagne municipale dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous étions à Lyon, à Grenoble et en Ardèche. Notre journaliste Audrey Vuettas viendra nous raconter ce qu'elle a vu. Et enfin, dans le Club des territoires, on parlera bien sûr des municipales et on s'intéressera plus particulièrement à deux thèmes qui font la campagne, le logement et la sécurité. Mais avant cela, voici les autres informations de ce vendredi 24 janvier. Pas de cas douteux en France. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, se veut rassurante sur le virus chinois. Les services d'urgence sont en alerte, dit-elle, alors que le bilan s'aggrave en Chine. Il est désormais de 25 morts et 830 cas. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'il est encore trop tôt pour parler d'urgence de portée internationale. Le parquet national antiterroriste saisi après la découverte d'engins explosifs hier dans un immeuble d'Épinal dans les Vosges. Un homme a été interpellé. Et puis les 7 suspects interpellés lundi à Brest, soupçonnés de préparer un attentat en France, ont été transférés hier au siège de la DGSI. Et on débute avec le sénateur du jour, élu du Val d'Oise. Il siège dans le groupe socialiste. Bonjour Rachid Temal. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer bien sûr par la réforme des retraites. Le texte est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Ce texte maintenu, Édouard Philippe qui maintient le cap, qui maintient la fermeté. Est-ce que pour vous c'est un échec? Un échec pour qui? Pour Quand vous avez... Pour les socialistes, pour la gauche notamment, non, qui sont contre ce texte. Attendez. Vous avez 61% des Français qui sont contre ce texte, qui demandent le retrait. Après 7 semaines de grève, avec notamment des problèmes sur les transports et autres, donc des difficultés. Je crois que c'est un échec pour le pouvoir, qui veut passer en force une mauvaise réforme des retraites. Mais tout ça ne peut pas entendre, les Français ne peuvent pas comprendre, parce que, et ils ont raison, que propose ce gouvernement finalement? C'est son incapacité à dire que les retraites seront maintenues. Il n'est pas capable de dire que les retraites sont maintenues. Il n'est pas capable de dire que la part des 14% de notre richesse nationale pour les retraites sera supérieure. Pour une raison simple. Quand vous dites un régime universel, c'est vous considérez qu'il faut faire entrer plus de Français, et c'est une bonne chose, dans le régime des retraites, et améliorer le régime des retraites. Donc mécaniquement, si vous avez, et c'est un problème que chacun peut comprendre, plus de personnes à mieux en pensionner, et que vous gardez le même gâteau, ça ne marche pas, ça veut dire une baisse. Donc la première question qui est posée, c'est est-ce que oui ou non, dans le projet, on passe à cette capacité de passer au-dessus des 14%? C'est un premier point. Deuxième question... 14%, c'est la part actuelle des retraites dans le pays. Voilà. Deuxième question, c'est est-ce que la pénibilité votée par les socialistes dans le dernier quinquennat, vous voyez, qui a été retirée par ce gouvernement-là, 4 critères, qui veut dire que près de 800 000 personnes par an pourraient être concernés, ils sont aujourd'hui retirés. Et je peux continuer comme ça. Sur la question des femmes... Juste sur la pénibilité, puisqu'il a répondu là-dessus, Édouard Philippe. Il donne une grande interview ce matin à La Croix sur la pénibilité. Il dit qu'il ne reviendra pas sur cette suppression. En France, on aime parfois se payer de mots en ouvrant des droits qu'on ne sait pas rendre applicables. Je ne déferai pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Alors, il faut pour que chacun comprenne quels sont, par exemple, les risques. Par exemple, ça veut dire que toutes les personnes, je pense, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, qui travaillent avec des personnes, notamment des personnes âgées ou malades, et qui doivent chaque jour les aider à se lever pour la toilette, pour aller justement aux toilettes, pour juste se déplacer. Et donc ces personnes-là qui font ça au quotidien, à la fin de leur vie, leur dos leur fait souffrir, voire même pendant leur vie professionnelle. Et il vient de leur dire là, vous voyez ce qu'il vient de leur dire? Que ça n'existait pas, qu'ils n'existaient pas, que leur souffrance n'existait pas. C'est juste scandaleux. Ce pouvoir-là est sourd à la réalité de la vie des Français. Alors bien sûr, c'est ça le problème qu'il y a. Donc résultat, il y a 61% des Français opposés. Il y a encore des mouvements sociaux. Et puis il reste 2 options, je le dis.
Il reste bien sûr la discussion qui doit être menée avec les partenaires sociaux, mais il y a 2 choses encore. Il y a le débat parlementaire. Et moi, je demande notamment au président Larcher et au président Ferrand de demander ensemble, parce que c'est possible, le décalage du débat parlementaire pour une raison simple. La conférence de financement, elle doit dire ce qu'il en est financièrement, même si aujourd'hui, on sait, d'après l'étude d'impact, qu'il faudra travailler jusqu'à 67 ans, et même pour les femmes, il y a des baisses contrairement à ce qu'a annoncé le gouvernement. Donc, alors, juste Gérard Larcher le dit, hein, oui, mais c'est pas qu'il le dise. Moi, je propose, que Gérard Larcher saisisse M. Richard Ferrand, son homologue à l'Assemblée nationale, et qu'ensemble, ils demandent ce qu'il y ait un report du débat. Et puis, deuxième chose, je le dis aux Français, puisque le gouvernement est sourd à vos revendications, eh ben, il reste un élément aussi, le bulletin de vote. En mars prochain, les 15 et 22 mars prochains, il y a les municipales. Eh bien, il faudra dire aux candidats de La République En Marche que vous êtes opposés à leur réforme des retraites. Vous êtes opposés à la baisse des pensions qu'ils vous préparent. C'est-à-dire qu'il faut nationaliser cette élection municipale pour vous? Ça doit être une élection anti-Macron, anti-La République En Marche? Mais est-ce que je viens de dire ça? Vous dites qu'il faut sanctionner les candidats de La République En Marche. Oui, le projet de réforme des retraites. Ça veut dire qu'une nationalisation de l'élection. Excusez-moi, quand vous votez, ça c'est une... Ça veut dire que les candidats aux municipales ne sont pas choisis sur leur projet pour la commune, mais contre le projet de retraite. Donc une nationalisation pour vous. Bien sûr que quand vous votez dans une municipalité, il y a une part locale, bien évidemment. Parce que vous connaissez le maire ou pas, parce que ce qu'il fait est important. Mais il y a aussi le maire, lui, il défend aussi une politique globalement. Il n'est pas seulement là, et sa cohérence à lui d'ensemble, elle n'est pas liée seulement à son territoire municipal, elle est liée globalement à une philosophie, une politique. Quand vous êtes avec La République En Marche, aujourd'hui, vous soutenez ce projet de réforme, et vous dites aux Français, je l'ai dit tout à l'heure, notamment ceux qui ont des tâches pénibles, votre sort, votre vie n'existe pas. C'est un élément qu'il faut avoir en tête. Mais après, il faut l'avoir aussi un élément. Parce que dans la propagande gouvernementale, on nous dit, mais on a été élu, on a été élu, on a été élu. Sauf que vous oubliez des choses, je dis ça au ministre. 24% des Français ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Vous voyez, tout le reste n'a pas voté pour lui. Et au second tour, moi comme d'autres, on a voté pour Emmanuel Macron. Pas pour son projet. Et il le sait bien, il l'a même dit après son élection. Non, pas pour son projet, pour faire barrage au Front National. Donc c'est pas un blanc-seing. Et je crois que c'est ça le point de départ de ce qui se passe dans ce pays. Parce que depuis qu'il a été élu, je vous rappelle, nous sommes quasiment en crise sociale. Les Gilets jaunes, 18 mois et nous sommes encore. Les retraites, nous y sommes encore. Ça, c'est parce que le pouvoir a du mal à entendre ce qui est dans le pays. Et puis, il faut dire aussi, il y a eu un tour de passe-passe. Passant d'une majorité qu'il avait élue plutôt venant de la gauche, a aujourd'hui un soutien qui vient plutôt de la droite. Et donc vous avez là, d'ailleurs, Édouard Philippe qui pense à son avenir. Édouard Philippe pense à son avenir, après Macron. Et donc vous voyez bien, il apparaît aujourd'hui comme le fils spirituel d'Alain Juppé. Et lui, ce qu'il veut, c'est dire à la droite, qui prépare son futur électorat, la retraite, la droite en parlait, Fillon parlait de 65 ans. Et bien moi, Édouard Philippe, je ferai 67 ans. Parce que dans le projet de réforme, le futur âge d'équilibre à terme, c'est 67 ans. Il faut que chacun comprenne que sa proposition à lui, c'est que si vous ne travaillez pas jusqu'à 67 ans, vous n'aurez pas 100% de votre retraite. C'est ça le projet final. Alors, sur le mode de contestation contre cette réforme des retraites, moins de grèves, moins de perturbations dans les transports, mais des actions ciblées, notamment de la part de la CGT, avec ces coupures de courant. Est-ce que vous soutenez ce type d'action? Moi, je ne suis pas pour les coupures de courant, mais attention, si on essaie de résumer les actions sur le terrain à la CGT, je crois qu'on se trompe. Je le redis, 61% des Français veulent le retrait de ce projet. Mais sur ces actions, vous les condamnez, ce mode d'action? Je dis que je ne partage pas. Et je pense qu'il y en a d'autres. Et je prends d'autres exemples. Prenons les avocats. J'étais encore vendredi dernier à la cour d'appel de Versailles, puisque les 4 barreaux, dont celui du Val-d'Oise, faisaient une opération ensemble. Je les soutenais. J'étais lundi avec ceux du Val-d'Oise. Ils font des modes d'action. Et dans d'autres secteurs, vous avez, par exemple, j'étais aussi contacté par tout ce qui est les professions libérales, les kinés et plein d'autres professions. Qu'est-ce qu'on dit aux enseignants? Aux enseignants, qu'est-ce qu'on dit? Vous allez perdre 30% de votre retraite, c'est pas acceptable. Qu'est-ce qu'on dit aux salariés de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'État qui sera concerné? Qu'est-ce qu'on dit à toutes ces femmes avec qui on avait promis que la question de la femme serait le projet du quinquennat et qui voient leur pension de retraite qui vont diminuer? D'ailleurs, c'est ce que montre votre collègue du Parisien ce matin. Et je pourrais comme ça citer beaucoup d'autres exemples. Donc ne limitons pas. Je sais que certains essayent. Ne limitons pas le débat entre est-ce que vous êtes pro-Macron ou pour CGT. Ce n'est pas ça le débat. Et les Français ne sont pas tombés dans ce piège-là. Ils regardent leur retraite et c'est normal. Chaque Français, chaque famille va être concernée par ce projet de retraite. La question qui est posée, c'est que vous allez vivre plus longtemps. Est-ce que vous allez vivre plus longtemps avec beaucoup moins que vous ne pourrez le faire aujourd'hui?
C'est ça la question et cet arbitrage-là. Donc moi je dis qu'il y a d'autres mobilisations, il y a d'autres formes de mobilisation, mais encore une fois, 61% des Français sont opposés à cette réforme. Et on a bien compris votre message. On va passer à un autre sujet, c'est le texte, la loi bioéthique qui est examinée en ce moment même au Sénat. Le Sénat qui a voté la PMA pour toutes, mais qui n'a pas voté son remboursement pour toutes les femmes, qu'il a limité au PMA médical. Est-ce que pour vous, c'est une victoire en demi-teinte, ce vote du Sénat ? Non mais après, on regarde toujours le verre à moitié vide. Moi, ce que je sais, c'est que si on nous avait dit il y a quelques semaines de cela, quelques mois, que le Sénat ferait cette démarche-là, ben moi je crois que c'est déjà une bonne chose. Il faut aller plus loin. Il faut que l'Assemblée, notamment... Vous n'y croyez pas de la part des Républicains, notamment, de la majorité de droite ? Ce que je note, c'est comme en 1975, comme en 75, à chaque fois qu'il faut des progrès de la liberté, de l'égalité, en 75, c'était l'IVG, aujourd'hui la PMA pour tous, c'est parce que la gauche est là qu'elle se réalise. La gauche est là, elle se réalise. Je le rappelle quand vous regardez les votes. Nous avons voté en commission spéciale. C'est ce qui a fait la victoire, et c'est ce qui a fait aussi la victoire dans l'hémicycle. Donc moi, je tiens à ce qu'effectivement, saluer d'ailleurs, ce qui veut dire que tous ceux qui nous disent de temps en temps, vous savez, le Sénat, conservateur, incapable d'entendre ce qui se passe dans la société, c'est faux. J'aurais aimé qu'on aille plus loin, notamment sur le remboursement de la PMA pour toutes les femmes de notre pays. Bon, j'espère qu'à l'Assemblée nationale, ils pourront faire cela et que lors de la seconde lecture, nous puissions progresser collectivement. Parce que je crois qu'encore une fois, c'est un moment important dans notre pays et que la PMA pour toutes les femmes est une bonne chose. Est-ce que vous pensez que ce texte voté à ce moment-là, c'est un message envoyé à l'électorat de gauche par Emmanuel Macron ? Je ne crois pas du tout. Je crois, vous savez, l'électorat de gauche, qu'est-ce qu'il voit ? Il y a quelques semaines, c'était la réforme sur l'assurance chômage, par exemple. C'est aujourd'hui la question des retraites. C'est les appels qui vont encore baisser. C'est l'ISF qui donne toujours plus d'argent aux plus riches, comme l'ont montré un certain nombre de rapports sortis ces dernières semaines-là. Qu'est-ce qui fait une politique de gauche ? C'est les questions économiques, c'est les questions sociales, c'est notamment... Des questions sociétales, notamment, comme celle-là ? Oui, mais les questions sociétales, c'est un des éléments, mais c'est pas ça qui fera que les gens vont penser qu'il a changé. Il n'a pas changé. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, vous l'avez dit tout à l'heure. Édouard Philippe, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne change pas, je ne changerai pas. Ma politique ne changera pas. Donc c'est une politique menée par des gens de droite, et malheureusement, elle ne va pas dans le bon sens pour notre pays. Et donc là, ça renvoie à la réalité, aussi à une réalité et une obligation pour la gauche. Parce que face à ce pouvoir qui est défaillant, qui est rejeté par les Français, on l'a vu tout à l'heure, je l'ai dit sur les retraites notamment, face à une extrême droite qui est là en se disant « mon tour va arriver », eh bien, il est nécessaire qu'une gauche se lève, non pas pour dire « la gauche est là », mais pour dire « voilà notre projet de société ». Sur un certain nombre de grandes questions, les questions sociales, les questions énergétiques, les questions démocratiques, etc., territoriales et d'autres. Et donc c'est ça que moi j'appelle de mes voeux, qu'une nouvelle force politique émerge de la gauche qui proposera une alternative aux Français. Parce que je crois qu'il serait mortifère pour notre pays d'avoir à se dire est-ce qu'il faut Macron encore 5 ans ou est-ce qu'il faut l'extrême droite ? Je crois qu'il y a d'autres choix un autre choix est possible et c'est à nous, la gauche, notamment issue de la famille socialiste, de le porter. Alors on va reparler de la gauche du Parti socialiste puisqu'on va parler des municipales, mais on va rester sur ce qui se passe au Sénat. La commission d'enquête sénatoriale sur la lutte contre la radicalisation poursuit ses auditions. Elle a auditionné hier la journaliste Zineb El Razoui. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Rachid Temal. Bonjour. Et on va donc parler de ces auditions de la commission d'enquête sur la lutte contre la radicalisation. Elle a auditionné hier la journaliste Zineb El Razoui, auditionnée donc hier au Sénat. Oui, les frères musulmans sont aux portes du pouvoir. C'est ce qu'elle a dit effectivement hier aux sénateurs de cette commission d'enquête sur la radicalisation islamiste. Alors cette commission, je vous le rappelle, elle travaille depuis décembre dernier sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamique et les moyens de la combattre. Zineb El Razoui, c'est une ancienne journaliste de Charlie Hebdo qui alerte sur ce qu'elle dénonce comme une montée de l'islamisme radical en France. Elle est venue hier expliquer au Sénat, faire de la pédagogie, a-t-elle dit, dans un cadre solennel, a-t-elle ajouté, et parler de la montée de la pensée des frères musulmans en France. Écoutez-la. Je ne crains pas de dire qu'ils sont aujourd'hui aux portes du pouvoir. Les frères musulmans sont des gens qui, bien souvent, n'ont pas de différence vestimentaire avec les personnes laïques. Ce sont des personnes qui s'habillent en costume, qui se mettent en cravate, qui se rasent, qui sont moins braquées sur les expressions visibles
de l'islamisme, contrairement aux salafistes, mais il faut savoir que les frères musulmans sont, du point de vue du dogme, des salafistes. Il a beaucoup été question hier de l'association musulmane pour un islam de France, l'AMIF, une structure portée par l'ancien banquier et essayiste Hakim El-Karoui et l'imam de Bordeaux Tarek Oubrou. Ils sont pourtant connus pour être les tenants d'un islam dit modéré. Cette association a pour but de voir émerger un islam indépendant financièrement et théologiquement. Elle est composée de 2 associations, une cultuelle qui doit permettre de récolter des dons traçables destinés par exemple à la construction de mosquées. Une deuxième association culturelle portée, elle, sur les missions comme la lutte contre la radicalisation. Il a beaucoup été question de l'AMIF hier. Et on parle de cette association car il y a un débat sur l'organisation de l'islam de France. Mais selon l'essayiste, à pointer l'AMIF comme instance représentative de l'islam de France va générer quelque chose, je cite, d'ingérable. La République française ne doit jamais adouber un intermédiaire communautaire entre ses citoyens et elle-même. Les Français de confession musulmane sont représentés par leurs élus, comme le reste des Français. Et je m'oppose au principe même qu'il y ait un interlocuteur, qu'il y ait un intermédiaire communautaire entre ceux que l'on appelle les Français de confession musulmane et les instances républicaines qui, elles, doivent avoir plus qu'une neutralité, une impartialité absolue envers tous les citoyens. Voilà, au-delà de ce débat sur la MIF, il y a un débat sur l'organisation de l'islam en France, un débat aussi sur la laïcité, faut-il réviser la loi de 1905 ? Et donc j'ai une question pour vous, Rachid Temal, puisque en plus vous êtes vice-présidente de cette commission d'enquête. Est-ce que vous partagez les propos alarmistes de Zineb El Razoui tenus hier au Sénat ? Alors moi j'ai un regard, je crois, lucide sur la réalité et je ne partage pas le propos qui est que les frères musulmans sont aux portes du pouvoir. Je ne crois pas à cela. Si je peux dire quelques mots, parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est un peu complexe. D'abord, la commission d'enquête n'est pas là pour travailler sur la question de l'organisation de l'islam de France. Elle n'est pas là pour travailler non plus sur faut-il non réformer la loi de la laïcité de 1905. Moi, je suis pour qu'on ne la touche pas d'ailleurs demain. On a eu un débat il y a quelques semaines, je me suis exprimé dans l'hémicycle. Ce sont des choses différentes. La question qui est portée, c'est aujourd'hui quelles sont les réponses de l'État, des pouvoirs publics, à ce qu'est l'islamisme, notamment une idéologie. Là-dessus, l'idéologie que portent les frères musulmans et d'autres, c'est-à-dire cette idéologie-là, j'allais dire sectaire, dangereuse, terroriste, etc., il y a un mouvement au niveau international de progression. Et en France, il y a cette bataille-là. Mais d'ailleurs, qui vise à dire la République, la laïcité, c'est un mode qui ne nous convient pas. Donc, mais ça, c'est un débat. Là, le débat, il est porté sur encore une fois, nos réponses. Alors justement, est-ce que vous dites qu'il faut rééquilibrer les prises de parole dans cette commission d'enquête ? Hier, c'était une mauvaise chose qu'on aille aussi loin dans le débat ? Non, moi je ne veux pas dire mauvaise ou bonne chose, je ne suis pas là pour des points et des mauvais points. Non, par exemple, on a eu la veille Hugo Micheron, notamment, qui a fait un travail excellent il a interrogé notamment des gens qui avaient basculé dans l'islamisme radical, que ce soit dans les quartiers, dans les prisons et même en Syrie. Et donc je pense qu'il y a des travaux comme ça. Donc la commission, et nous-mêmes nous faisons des propositions au bureau de la commission, on s'est réunis le bureau il y a 2 jours pour travailler sur des prochaines auditions. Donc chacun a le droit de proposer des auditions et elle a toute sa place dans le débat. Et ensuite c'est à la commission de faire des propositions. Mais encore une fois, il faut que chacun soit bien clair. C'est-à-dire qu'il y a une question de l'islam de France, comme d'ailleurs pour toutes les religions. Et je vous rappelle que tout ça doit être encadré par ce qui est notre bien le plus précieux, ce qui est la laïcité. Et puis, cette commission-là, c'est comment, justement, on abat cette idéologie, et donc les hommes et les femmes qui la portent, qui est islamiste et terroriste derrière ça. Donc, ce sont encore une fois 2 questions différentes. Et je pense que pour le débat public, il faut que chacun dise de quoi on parle et pourquoi on est là. La commission d'enquête a une mission. La question de l'islam de France, ça vaut un sujet. Je pourrais en reparler des heures aussi. Mais je veux dire, c'est pas la même chose. Attention non plus à ne pas... Parce que c'est d'ailleurs le dessein des islamistes. Leur dessein à eux, c'est de tout mélanger. Que nous soyons, nous, en train de tout mélanger. Parce qu'ils pourraient dire, vous voyez, l'islam est rejeté en France. Non. Ce que nous combattons, c'est une idéologie sectaire et ce qu'est l'islamisme. Donc c'est pas la même chose que l'islam. 2 questions sur le communautarisme et la lutte contre le communautarisme. Rachid Temal, un discours d'Emmanuel Macron est attendu sur ce sujet. Il est annoncé avant les municipales. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce discours ?
Moi, en tout cas, ce qui est assez surprenant, c'est un sujet que le président n'a jamais évoqué. Il avait annoncé, je rappelle, le discours sur la laïcité. Parce qu'il avait d'abord été, chez les bénédictins, plutôt expliqué qu'il allait démembrer, en tout cas, changer la loi de 1905. Ce qui avait fait un tollé, et c'est normal. Parce que moi, je suis encore une fois pas pour la modifier. Donc après, la question qui est posée, c'est comment la République décide de faire qu'il n'y ait plus un territoire une partie de notre territoire qui soit comme ça abandonnée. Parce que le point de départ, c'est l'abandon de quartier, l'abandon de personnes. Et à ce moment-là, des forces obscures viennent s'y glisser, viennent faire de la propagande. Donc je crois que c'est ça le travail qui est devant nous. Comment la République n'abandonne plus ses enfants de France, n'abandonne plus de territoire. La question des listes communautaristes se pose pour les municipales. Elle a notamment été posée ici par Bruno Retailleau. Est-ce que dans votre département, vous pensez qu'il y aura des listes communautaristes? Mais sauf que M. Retailleau n'a jamais su expliquer ce qu'était une liste communautariste. Quelle est une liste? Qu'est-ce qu'une liste communautariste? Quels sont les critères? De l'expliquer? Ben non, mais justement, il a proposé, personne n'a compris. Bon, donc moi, concrètement, je suis au Parti socialiste. La laïcité... Mais pour vous, c'est quoi ça? La laïcité... Non, attendez, laissez-moi terminer. La laïcité, les valeurs de la République sont au centre de mon engagement et celui de ma famille politique. Donc, dans le Val d'Oise, le Parti socialiste, lui, n'a pas cette démarche-là, n'a pas cette approche-là, et combattra toujours. Voilà. Donc, je l'ai fait, d'ailleurs, quand il a fallu, notamment dans la 8e circonscription du Val d'Oise, aux législatives, puisqu'il y avait un candidat, François Pupponi, qui depuis a quitté le Parti socialiste d'ailleurs, et de l'autre côté, un candidat qui venait, c'est un des fondateurs CCIF, le Parti socialiste, moi-même, je suis allé sur le terrain, dans des meetings, du porte-à-porte, des tractages, pour défendre le candidat qui était donc François Pupponi. Vous les combattez sur le terrain, vous les combattez dans les urnes, mais on n'interdit pas les listes, c'est ça? Mais excusez-moi, moi, encore une fois, c'était d'abord des listes communautaires. Si vous avez des listes qui ne respectent pas les lois de la République, ils ne peuvent pas être candidats. Je pense que c'est assez simple. Il y a des règles dans notre pays pour être candidat. Et notamment la question des valeurs de la République et de la laïcité. Si des listes ne respectent pas nos lois, elles ne peuvent pas être candidates. Et donc là, c'est le filtre. Je rappelle que pour être candidat, il faut que chacun l'entende, il faut déposer une candidature en préfecture qui valide la candidature de fait. Donc si ça ne respecte pas ce que sont nos valeurs, ce qu'est notre loi, la législation, ils ne peuvent pas être candidats. Je pense qu'il faut être simple dans ces choses-là. On va regarder ensemble la revue de presse de votre département du Val d'Oise. Rachid Temal, Quentin qui revient. Et Quentin, on commence par un article dans le Parisien, dans les pages valdoises du Parisien. L'abandon d'Europa City était une bonne décision. C'est une déclaration de Francis Rol-Tanguy. Voilà, je ne sais pas si ces déclarations va beaucoup vous plaire, Rachid Temal. En tout cas, vous allez pouvoir nous donner votre avis juste après. Mais effectivement, on voit cette parole de Francis Rol-Tanguy. Vous le voyez à l'image ici. C'est le haut fonctionnaire chargé par le gouvernement de trouver un projet alternatif sur le triangle de Gonesse. Il s'est exprimé mercredi soir, a répondu à 150 habitants du département, nous raconte le Parisien ce matin. Et il a dit par exemple, l'essentiel consiste à être à l'écoute des habitants, des élus et des porteurs de projets. Je l'ai accepté car j'estime que l'abandon d'Europa City était une bonne décision. Donc, je ne suis pas le décideur. Je proposerai des scénarios, a-t-il ajouté. Il a été question de développement d'agriculture biologique. Il a été question de la ligne 17 du Grand Paris, au milieu des champs, nous dit l'article. Et donc, cette question pour vous, Rachid Temal. Et vous voyez quoi comme alternative à Europa City ? Avant de parler d'alternative, il faut aussi dire la vérité aux Français. Vous êtes là dans un secteur du département où vous avez des problèmes d'emploi, de logement, de transport, notamment de chômage des plus jeunes, de formation. Donc je dis au gouvernement, il y avait un projet installé, proposé, qui est loin de ce qu'on nous a vendu médiatiquement. Que propose-t-il? Parce que si c'est pour dire aux gens qui habitent ce coin, ou aux Français globalement, écoutez, on verra plus tard. Moi, ce que je demande, M. Rol-Tanguy, d'ailleurs, je suis très surpris que celui qui fasse cette mission-là ait un avis sur ce qui s'est passé. Donc moi, ma demande d'ailleurs, c'est qu'on puisse donner les éléments. Parce que tout le monde nous dit, en tout cas au gouvernement, c'est une bonne décision. Ma question, c'est pourquoi alors dans ce cas-là, le gouvernement a refusé l'amendement que j'avais proposé, adopté par le Sénat et refusé par l'Assemblée nationale, d'avoir une étude sur les conséquences fiscales budgétaires pour les habitants et les territoires. Pourquoi elle n'est pas possible cette étude-là? C'est très drôle. Donc, pas d'étude sur les conséquences, alors qu'on sait les raisons qui ont fait que Europa City a été abandonnée, et ce n'est pas des raisons écologiques, rassurez-nous. Et de l'autre côté, je demande qu'est-ce que l'État est prêt à mettre? Est-ce que l'État est prêt à mettre 3 milliards, 2 milliards sur la table? La réponse est non. Donc c'est un abandon du Val d'Oise et de ses habitants.
Mais rapidement, une alternative, vous voyez quoi à la place de ce qu'il y avait comme projet EuropaCity? Ah ben moi je suis, vous savez, pour respecter la loi, il y a un plan, il y a aujourd'hui un schéma. Je suis sur les 400 hectares du Nord de l'agriculture biologique, oui, de qualité, pas comme aujourd'hui. Et puis sur le Sud, eh ben, il faudra des emplois, il faut de la formation, il faut des musées. Avec cette station du métro 17. Ah ben moi je pense que sur 68 stations, une seule dans le Val d'Oise, je crois que le Val d'Oise est plutôt le grand oublié. Donc je ne suis pas pour qu'il soit en plus totalement désespéré. Allez, on va passer à un autre sujet, toujours dans le Val d'Oise. On va parler des municipales dans le Val d'Oise, Quentin. Oui, voilà, et ce référent, La République En Marche, qui claque la porte du parti, nous raconte le journal. Il s'agit de François Ernst. Il était référent LREM dans le Val d'Oise et candidat au municipal à Pontoise. Il explique dans un courrier, je cite, « J'ai adhéré à En Marche notamment pour que la moralisation de la vie politique s'applique et ne soit pas une simple théorie. » Mais il en ressort aujourd'hui le constat de dérive issu de l'ancien monde. Tiens, retour de l'ancien monde. Une démission liée aussi au choix de la Commission nationale d'investiture qui décide depuis Paris et qui s'est opposée à certains élus locaux, explique une source proche de LREM et citée dans l'article du Parisien. Merci Quentin. Une réaction rapide là-dessus, Rachid Temal? Ils en sont à la deuxième démission du deuxième référent LREM. Oh, vous savez, M. Ernst était élu avant aussi, donc je ne sais pas. Et après, je ne sais pas qui vise. Je crois que leurs affaires se passent pas très bien. D'ailleurs, il faudrait que chacun se souvienne de M. Castaner, qui, je crois, dans un interview du Figaro, en 2018, avait fait une grande carte, vous savez, toutes les villes de France qu'ils allaient conquérir au municipal. Il serait intéressant que chacun la ressorte et regarde ce qu'il en est aujourd'hui. Pourquoi? Vous dites quoi? Qu'ils ont baissé leurs objectifs? C'est un euphémisme. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander, vous regarderez, je crois que M. Villani et M. Griveaux démontrent ce qu'est aujourd'hui la République En Marche. Mais d'ailleurs, il serait intéressant, encore une fois, je le redis, il faut que M. Castaner aussi entende ce que disent les élus locaux et revienne sur cette circulaire inacceptable où en fait 94% des Français, des communes, n'auront plus de couleur politique, n'existeront plus. C'est la circulaire qui vise à enlever les nuances politiques pour les communes de moins de 9 000 résultats, ça permettra d'augmenter, de faire de la gonflette pour la République En Marche. Un mot très rapidement, en 30 secondes, campagne municipale, retour de Ségolène Royal. Elle allait soutenir Samia Ghali hier pendant la municipale à Marseille. Samia Ghali candidate. Est-ce que Ségolène Royal elle peut être l'incarnation du PS en 2022? Je pense qu'il faut commencer par dans le bon sens. D'abord, il faut qu'il y ait un projet de société des socialistes. Et puis après, il faut une stratégie. Et puis après, il faut une incarnation. Et donc moi, j'ai dit toutes celles et tous ceux qui veulent travailler dans le collectif, Ségolène Royal ou d'autres. Oui, vous résumez le débat ça. Tous ceux et toutes celles qui veulent travailler dans un projet collectif, dont Ségolène Royal, si elle s'inscrit dedans, peuvent être effectivement candidats ou candidates. C'est le moment venu, il faudra le décider. Et on aura le temps d'en reparler. Merci beaucoup, Rachid Temal. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Elle est avec nous. Avant de l'entendre, on va regarder un reportage de Public Sénat tourné en Suède. On parle beaucoup du fameux modèle suédois en matière de réforme des retraites. En 2001, après 10 ans de concertation, le pays a mis en place le système par points. Fabien Ricker s'est rendu sur place pour voir ce qu'il en était. Avec environ 1 200 € de retraite par mois, Inger vit juste au-dessus du seuil de pauvreté suédois. Cette mère de 4 enfants a longtemps travaillé à temps partiel à cause d'un problème de santé. Vivant seule, elle fait aujourd'hui partie des perdants du système de retraite instauré dans les années 90. Je n'ai pas les moyens de m'acheter de nouveaux vêtements. À Noël, un coup de pouce de ma fille m'a permis de m'en offrir quelques-uns. Mais je n'ai pas les moyens de faire des cadeaux à mes petits-enfants. Je pense que notre système de retraite n'est pas bon. Avant, c'était plus avantageux. Le calcul de notre retraite se basait sur nos 15 meilleures années de salaire. Ce n'est plus le cas. La Suède s'est dotée en 1998 d'un régime de retraite universel, le même pour tous les Suédois, fonctionnaires ou employés du privé. Il prend en compte l'ensemble de la carrière. Le système fonctionne comme un plan d'épargne. Tout l'argent que vous cotisez est accumulé sur un compte et quand vous choisissez de partir à la retraite, on calcule votre pension en divisant la somme qu'il y a sur le compte par le nombre d'années qu'il vous reste à vivre selon l'espérance de vie moyenne. Géré par l'Agence nationale des retraites, le système garantit à chacun une pension minimum. Mais il est d'abord conçu pour ne jamais être en déficit.
La stabilité financière du système est automatique. Il n'y a pas de finance magique. Toutes les variations se répercutent automatiquement sur le montant des pensions. En 2010 et en 2011, après la crise financière, le niveau des pensions a baissé. En plus du régime général, les Suédois bénéficient d'une retraite complémentaire financée par leur entreprise. L'épargne privée vient ensuite compléter le dispositif. Certes, notre système est autofinancé, mais cela se fait sur le dos des retraités modestes. Ce sont eux qui jouent le rôle de stabilisateur, voire d'airbag, quand les temps sont durs. En Suède, il faut attendre d'avoir 67 ans pour obtenir une retraite à taux plein. Et notre invité politique ce matin, c'est Nicole Belloubet. Bonjour. Bonjour. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, merci d'être avec nous ce matin. Interview pendant 20 minutes en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Fabrice Vessaodon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. On va commencer, Nicole Belloubet, avec la réforme des retraites et cette colère des avocats contre la réforme. Les barreaux sont en grève. Vous les avez reçus hier avec le Premier ministre. Comment ça s'est passé? D'abord, je ne les ai pas reçus seulement hier. Hier, nous avions une rencontre à Matignon autour du Premier ministre, mais cela venait clôturer d'une part des rencontres nombreuses que j'ai avec eux, à la fois au plan national, mais aussi à chaque fois que je me rends dans les juridictions, je rencontre toujours les bâtonniers. Et donc, cela me permet à la fois de mesurer effectivement qu'il y a un malaise dans cette profession pour de multiples raisons. Et donc, j'ai eu l'occasion, et le Premier ministre l'a confirmé hier, de dire que nous étions prêts, que le gouvernement était prêt, que j'étais prête à travailler avec eux sur différents paramètres liés à l'avenir de la profession. Ça, c'est un point assez large. Mais hier, également autour du Premier ministre, nous avons donc évoqué les questions spécifiquement de retraite. Et les questions qui fâchent, notamment, on imagine. Et donc, évidemment, notamment cette hausse doublement de leur cotisation qui est prévue. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Oui, bien sûr, je peux revenir là-dessus. D'abord, il faut préciser que ce que souhaite le gouvernement, et ça fera l'objet du projet de loi qui sera adopté ce matin en Conseil des ministres, c'est d'instaurer un régime universel qu'on estime plus juste, plus équitable pour tous les Français. Quand on parle de régime universel, tous les Français doivent l'intégrer, et donc les avocats aussi. Nous avions avec les avocats une difficulté, nous avons, je crois, toujours une difficulté, c'est qu'ils ne souhaitent pas intégrer le régime universel. Et ça, pour vous, c'est pas négociable? Pour nous, ce n'est pas négociable parce que c'est contradictoire avec l'idée même de régime universel. En revanche, j'entends les inquiétudes qu'ils peuvent formuler, notamment sur la question de la hausse des cotisations que vous évoquez, de la baisse des pensions. Donc ce que nous avons fait avec les avocats, c'est que nous avons étudié un certain nombre de cas types, c'est-à-dire l'avocat qui gagne 32 000 euros par an, 40 000, 80 000, et nous avons observé quelles étaient les incidences de l'entrée dans le régime universel sur la profession d'avocat. Nous observons deux choses. La première, c'est que jusqu'en 2029, la hausse des cotisations qui est prévue, puisque leur cotisation est à peu près actuellement de 14% et qu'à terme, ils devront passer à 28%, cette hausse des cotisations est absorbée par différents paramètres, et notamment parce que, et le Premier ministre s'y est engagé, nous allons modifier l'assiette des cotisations hors retraite, faire un abattement de 30% sur ces cotisations, ce qui diminue les cotisations globales, les cotisations sociales globales que paient les avocats. Donc il y aura effectivement une hausse des cotisations retraite, mais une diminution des cotisations en retraite qui compenseront cette hausse. Pour qu'on soit bien clair sur ce point, vous discutez avec eux des compensations, mais vous dites la hausse de cotisation de 14 à 28%, ça, elle aura lieu, ça non plus, c'est pas négociable? Elle aura lieu forcément, puisque c'est la base même du régime universel, c'est-à-dire pour tout le monde, les mêmes choses jusqu'à un certain niveau. Il y aura les mêmes règles pour tout le monde. Après, dans chacune des professions ou des branches, chacun pourra s'organiser comme il l'entend, mais il y aura un socle commun. Donc je le redis clairement ici, jusqu'en 2029, la hausse des cotisations prévues pour les retraites sera compensée par une baisse des cotisations hors retraite. Et donc le Premier ministre s'est engagé clairement là-dessus. Les avocats, quand même, Nicole Belloubet, campent sur l'idée que c'est
une précarisation supplémentaire pour leur profession. Je ne vois pas en quoi. Vous les rencontrez souvent, vous l'avez évoqué, vous évoquez ce malaise de la profession. Il est où le malaise? Est-ce qu'il y a trop d'avocats en France? Alors, pardonnez-moi, je crois qu'on a deux sujets différents. On a le sujet des retraites, sur lequel il y a des engagements forts du Premier ministre. Je parlais des cotisations. Je voudrais juste dire un mot sur les pensions également. Non, puisque... on va y revenir, bon, d'accord, très bien. Alors, je n'en parle pas. Juste pour qu'on comprenne bien sur la hausse, est-ce que vous garantissez que la compensation que vous allez mettre en place, elle va garantir à 100% la hausse des cotisations et qu'ils n'y perdront pas, les avocats? Jusqu'en 2029, cela ne changera rien. Et après? Après, il y aura une transition longue qui va s'installer avec différents mécanismes qui pourront être mis en place. Mais c'est pour l'instant, rien n'est garanti au-delà de 2029. C'est aussi ça qui alourdit le malaise des avocats. Non, mais nous avons le temps de dialoguer, puisque nous avons également précisé hier que les rencontres techniques vont se poursuivre. Donc tout cela, ce sont des points dont nous discutons. Pour le moment, je le redis, nous avons examiné des cas types, donc qui sont les notamment cas... ceux qui gagnent le moins. Ceux qui gagnent le moins, 32 000 euros. Qui est un problème euros. En France pour les avocats. Et juste sur ces personnes, ce cas type de 32 000 euros, nous avons clairement vu qu'il y aurait une hausse des pensions, notamment importante pour une femme avec 2 enfants. Donc ce sont des cas types. Je mesure, ce sont donc des cas théoriques. Mais je veux dire ici que nous avons constaté qu'il y aurait une hausse des pensions avec le régime universel. Est-ce que vous pouvez dire ici clairement qu'aucun avocat ne verra sa pension baisser ? Écoutez, sur les cas types que nous avons étudiés, c'est très clair. C'est très clair. Sur les cas types, 32 000, 40 000, 80 000, c'est très clair. Et donc ça, je crois que c'est un point très positif. L'autre question, c'est la question de le régime. Le régime et puis surtout l'organisation de cette profession que vous invitez à se réformer plus globalement. Je repose ma question, est-ce que vous jugez aujourd'hui qu'il y a trop d'avocats en France ? Je considère que c'est l'ensemble de la profession, me semble-t-il, qui doit être analysée dans les perspectives qu'elle offre elle-même à ses membres. Il y a eu, Madame la Présidente du Conseil national des barreaux a organisé des états généraux de la profession. 40 propositions en sont issues. Moi, je pense qu'elles doivent être examinées parce qu'il me semble que les avocats ont la capacité à diversifier leurs activités. Et en ce sens, je ne suis pas certaine qu'il y ait trop d'avocats, mais je crois qu'il faut diversifier les activités, il faut sans doute peut-être retravailler sur les questions d'aide juridictionnelle. Bref, il y a plusieurs champs que nous pouvons investir et qui, me semble-t-il, devraient permettre d'offrir à cette profession un avenir plus serein. L'autre question, on le disait, c'est celle de leur réserve. Est-ce que vous dites que les avocats pourront garder leur réserve ? Mais cela fait longtemps que nous le disons. Cela fait longtemps que nous disons que les avocats pourront garder leur réserve. Et que cette réserve ne servira pas à renflouer le régime général ? Elle servira à traiter la manière dont les avocats veulent organiser leur système de solidarité, puisque, je le redis devant vous, le régime universel, c'est un tronc commun. C'est un socle commun, le même pour tous les Français, qu'au-delà de ce socle commun, chaque profession peut évidemment s'organiser. Donc vous avez été clair sur ce que vous avez dit hier aux avocats. Comment ils ont réagi ? Alors, je crois avoir vu un tweet de Madame la Présidente et un communiqué qui à la fois prend acte de ces réunions techniques. Mais hier à Matignon, au-delà du tweet hier à Matignon, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Comment ils ont réagi quand vous leur avez présenté ça ? 2 choses. Je n'ai pu assister qu'à une partie de la réunion puisque j'étais ensuite au Sénat sur des questions liées à la loi bioéthique. Dans la partie de la réunion à laquelle j'ai assisté, et j'ai évidemment été mise au courant de la suite, clairement, nous avons remis sur la table les propositions dont j'ai parlé devant vous, des propositions concrètes, puisque les cas types sont très concrets. Ces cas types sont très concrets. Donc nous les avons réexposés. Le Premier ministre a expliqué que pour lui, il y avait le régime universel pour tous les Français, et nous avons réouvert la possibilité de nouvelles réunions techniques et la possibilité d'un travail global sur l'avenir de la profession. Il y aura une nouvelle réunion le 2 février. Est-ce que vous dites, d'ici là, il faut que les avocats arrêtent leur mouvement ?
Moi, je considère qu'à partir du moment, d'une part, où nous disons que le régime universel doit intégrer tous les Français, et d'autre part, où nous faisons des propositions extrêmement concrètes, que nous allons évidemment diffuser, eh bien, il faut effectivement plutôt travailler sur la mise en œuvre, sur les questionnements qui se posent, sur la gestion de la caisse des avocats. Il faut plutôt travailler là-dessus que continuer la grève, qui pénalise les juridictions, évidemment, les avocats eux-mêmes, c'est certain, et puis également les justiciables français qui ont besoin de la justice. Autre réaction ce matin, enfin hier soir, c'est celle d'un certain nombre de syndicats, de magistrats, au propos du président de la République hier devant la communauté juive française. Un commentaire du président sur une décision de justice qui concerne le meurtre de Sarah Halimi, cette sexagénaire juive assassinée à Paris en 2017. Le présumé responsable a été déclaré pénalement irresponsable par la justice française. Le président, néanmoins, hier déclare qu'il y a un besoin de procès. Est-ce que c'est une ingérence du président? En tout cas, c'est perçu comme ça par... Le président a redit clairement dans le même temps qu'il était évidemment garant de l'indépendance de la justice et qu'il n'avait pas à s'immiscer dans ces processus. De fait. Ce que je voudrais dire, c'est deux choses, trois même. Cette affaire du meurtre de Sarah Halimi est une affaire qui a choqué la République, vraiment. Et donc, moi, je comprends parfaitement l'émotion de tous par rapport à ce meurtre. Deuxième élément, la Cour d'appel a rendu un arrêt qui a effectivement reconnu l'irresponsabilité pénale de la personne, du meurtrier. Une procédure est en cours, madame. La Cour d'appel a reconnu l'irresponsabilité pénale, puisqu'elle s'est appuyée sur des expertises, sur 6 expertises qui, sur 7, précisaient qu'au moment des faits, la personne était pénalement irresponsable. Comme vous le dites justement, et c'est le troisième point, il y a un pourvoi qui est en cours devant la Cour de cassation. Donc je suis certaine, et c'est d'ailleurs ce que le président de la République a dit, je suis certaine que la Cour de cassation saura apporter toutes les réponses nécessaires par rapport à ces questions d'appréciation de la responsabilité pénale, qui effectivement sont des questions toujours complexes et toujours délicates et qui sont appréciées au moment des faits. Peut-être un dernier point pour préciser que la décision de la Cour d'appel, elle a été rendue après une audience publique et contradictoire, où toutes les parties ont pu s'exprimer. Donc ce n'est pas le procès au sens classique du terme, mais c'est une audience publique et contradictoire, et c'est une évolution qui résulte d'une loi de 2008. Donc voilà, en tout cas, actuellement, il y a un pourvoi devant la Cour de cassation, je n'en dirai pas davantage. Allez, on va passer à la loi bioéthique, puisqu'elle est examinée devant le Sénat. Vous le disiez, vous y étiez hier. Le Sénat qui a voté notamment la PMA pour toutes en limitant le remboursement au seul PMA médical. Est-ce que le gouvernement va revenir sur ce point dans le texte, une fois que le texte reviendra à l'Assemblée nationale? Oui. Clairement. Clairement parce que ma collègue Agnès Buzyn l'a parfaitement dit. On ne peut pas ouvrir un droit nouveau tout en le fermant à moitié. Donc il est important, je crois, qu'à partir du moment où on offre à toutes les femmes la possibilité d'avoir recours à la procréation médicalement assistée, il convient évidemment de le lier avec la procédure de remboursement par la sécurité sociale. C'est important parce que sinon, cela voudrait dire que, au fond, cette technique ne sera réservée qu'aux personnes qui en ont les moyens. Cela n'empêchera pas que d'autres femmes continuent à se rendre à l'étranger, et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons sécuriser médicalement cette PMA pour celles qui souhaiteraient y avoir recours. Donc la réponse est oui à votre question. Autre sujet, c'est les questions de filiation. C'est ce dont vous vous occupez particulièrement dans ce texte. Le Sénat a adopté un amendement, c'était au tout début de la discussion sur ce texte, amendement inscrivant dans le Code civil que nul n'a de droit à l'enfant. Est-ce que le Sénat a eu raison de préciser ça ? C'est évident, je ne l'aurais pas précisé, et c'est la raison pour laquelle j'avais fait valoir un avis défavorable du gouvernement. Je ne l'aurais pas écrit parce que quand c'est figé dans la loi, cela peut donner lieu... D'abord, il faut en mesurer l'implication. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ?
Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Nul n'a de droit à l'enfant à partir du moment, encore une fois, où on ouvre la PMA à des couples de femmes. Donc moi, je ne l'aurais pas écrit dans la loi. Ce que signifie... Mais est-ce que vous allez le laisser, maintenant que le Sénat l'a inscrit, est-ce que vous allez le laisser? Nous reverrons au moment de la navette parlementaire. Je ne suis pas favorable à titre personnel à laisser cela dans la loi, dans la mesure où c'est quelque chose qui est déjà complètement acquis dans notre jurisprudence, par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État. Je ne sais pas quelle est la plus-value de cette disposition dans la loi. Et donc, encore une fois, sur le fond, c'est absolument exact. Nul n'a de droit à l'enfant. L'enfant n'est pas un objet de droit, c'est un sujet de droit. Et donc, vraiment, je crois qu'il faut être clair là-dessus, mais je ne sais pas si une disposition législative est pertinente. Sur les questions de filiation, la question se pose notamment sur les enfants nés de GPA à l'étranger. Le Sénat a interdit hier la transcription complète dans l'état civil français d'un acte de naissance étranger d'un enfant français né de GPA et qui mentionne donc comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou deux pères. Est-ce que pour vous c'est bien que le Sénat ait voté ça? Quelle est votre position sur ce sujet? Vous restez opposé à la gestation pour autrui? Totalement. Totalement, c'est très clair. Il y a un article dans le Code civil qui interdit la gestation pour autrui. Nous sommes là-dessus d'une très grande clarté. À l'Assemblée nationale, d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de demander une deuxième délibération sur un amendement qui avait été voté un peu dans des conditions un peu complexes pour bien réaffirmer que le gouvernement est opposé à la GPA parce que c'est contraire aux principes éthiques qui sont des principes fondamentaux dans le droit français. En revanche, là aussi il faut être très clair, les enfants nés de GPA ne doivent pas subir les choix nés de GPA à l'étranger, ne doivent pas subir les choix qui ont été faits par leurs parents. Et nous disons très clairement, et la Cour européenne des droits de l'homme le dit, qu'il faut donner à ces enfants le droit à une vie familiale normale et donc un état civil. Donc nous sommes totalement opposés à la GPA réalisée en France et nous disons qu'il faut donner aux enfants un état civil. C'est lié d'ailleurs à la réalité des situations. Et cet état civil... Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on pense à cette décision de la Cour de cassation qui a validé la transcription à l'état civil d'enfants français nés par GPA aux États-Unis sans imposer la mère d'intention. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants? Est-ce que c'est si clair que ça? Très concrètement, nous sommes, le gouvernement est favorable à l'état du droit antérieur à la décision de la Cour de cassation du 18 décembre dernier. Je m'explique. Nous considérons que le père biologique peut voir sa filiation transcrite à l'état civil, en cas d'une GPA faite à l'étranger. Le père biologique peut voir sa filiation directement transcrite à l'état civil. Mais qu'en revanche, le père ou la mère d'intention doivent passer par l'adoption, parce que cela permet un contrôle du juge français sur la manière dont la filiation avec la mère porteuse a été coupé et dont réellement il doit y avoir une adoption. Nous sommes vraiment très attentifs à cela, au contrôle du juge français. Mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas soutenir l'amendement du Sénat d'hier? Parce que nous estimons, je soutiens le principe de l'amendement du Sénat, mais pas son écriture, qui me semble trop restrictive et qui me semble ne pas permettre un certain nombre de situations dans lesquelles il faudrait effectivement intervenir. Je ne sais pas si je suis claire, donc je soutiens l'objectif. Est-ce que l'amendement du Sénat, il ne permet pas de mettre fin à cette ambiguïté qui a été soulevée par la Cour de cassation finalement? L'amendement qui a été proposé par le gouvernement, que j'ai proposé, me semble permettre d'y mettre fin plus clairement en englobant toutes les situations qui sont concernées par cela. Et donc c'est la raison pour laquelle je souhaite plutôt que l'Assemblée nationale... Voilà, je souhaite plutôt... Voyez-vous, je suis favorable au principe de ce travail législatif pour rétablir l'état du droit antérieur à la jurisprudence dernière de la Cour de cassation, mais dans l'écriture proposée par le gouvernement qui me semble plus adaptée techniquement. Allez, on va parler d'un autre sujet pour finir. On va parler de radicalisation des djihadistes. De cette dernière actualité, un homme fiché S pour radicalisation et sa compagne placés en garde à vue hier après la découverte d'engins explosifs artisanaux dans un immeuble d'Épinal. C'est dans les Vosges. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce sujet? Non, vous avez toutes les informations. Ce que je veux simplement dire sur cette question, c'est qu'on voit bien que les services de renseignement font un travail tout à fait sérieux, soutenu, qui permettent aux forces de l'ordre d'intervenir par des moyens tout à fait adaptés. Une menace très élevée, on a vu ce coup de filet antiterroriste à Mais Brest en ça début nous de le semaine. savons. Nous savons que la menace
endogène est effectivement forte. Et c'est la raison pour laquelle chacun à notre place, le ministre de l'Intérieur par des mesures administratives, les services de renseignement, moi-même, l'autorité judiciaire par les mesures de contrôle judiciaire, nous sommes tous extrêmement attentifs à ce qui se passe. Un mot sur la question des djihadistes français arrêtés en Syrie et en Irak. C'est une question qui se pose. Instabilité de la situation en Irak. Vous dites, s'il n'est plus possible de les juger sur place, je ne vois pas d'autre solution que de rapatrier ces gens en France. Est-ce que c'est votre position personnelle ou est-ce que ça va devenir la position du gouvernement ? La position du gouvernement n'a pas changé. C'est-à-dire que, les combattants qui sont partis sur les terrains de combat en Syrie ou en Irak doivent être détenus sur place et jugés sur place. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jean-Yves Le Drian, avec d'autres États européens, a appuyé en Irak la mise en place de juridictions qui pourraient permettre de juger ces combattants. Et je crois que c'est cela qui est la position importante et essentielle. Je me dis en même temps que pour la sécurité de nos concitoyens, si la situation venait à changer, il faudrait se réinterroger, s'interroger sur la manière dont on peut prendre en charge ces combattants. Parce que pour la sécurité de nos concitoyens, je préfère que ces gens-là ne soient pas disséminés sur le territoire et reviennent en catimini en France. Mais du coup, pour qu'on soit bien clair sur vos déclarations, c'était des déclarations faites la semaine dernière, vous dites à l'heure actuelle, il faut les juger sur place. Ah mais très clairement, à l'heure actuelle, il faut les juger sur place. Mais il faut en même temps avoir l'intelligence des situations et si les situations localement bougent, moi ce qui m'importe c'est la sécurité de nos concitoyens. Et à la dissémination, je préfère ce que nous faisons déjà quand des Français reviennent par la Turquie, par le protocole Cazeneuve, nous les judiciarisons de manière systématique. Ils sont placés en détention provisoire, ils sont jugés, ils sont pris en charge. Allez rapidement sur les municipales. Alors oui, de scrutin à venir, les municipales, déjà, est-ce que vous serez candidate ? Non. Du tout. Vous avez hésité ? Non, je le dis très clairement depuis longtemps. Moi, je suis vraiment très investie. Mais vous vous engagerez dans la campagne néanmoins ? Mais bien sûr. Mais ça, c'est normal, évidemment. Nous sommes à la disposition. Sous quelle forme, du coup, vous allez vous engager ? On va aller au soutien des candidats sur les différents territoires. Parce que je trouve que c'est très important de faire valoir ce que nous pouvons apporter dans les villes. Donc là, il n'y a pas de doute, un engagement très puissant, mais à titre personnel, je ne serai pas candidate. Et sur la présidentielle, un petit mot cette semaine. Si je suis candidate ? Alors, si vous nous le dites. Je ne vous le dis pas. En revanche, Ségolène Royal, elle sera candidate. Elle se pose la question à la socialiste de cœur que vous êtes et que vous êtes restée. Qu'est-ce que vous pensez de cette candidature ? Je pense qu'il faudra des candidats pour les différents partis politiques. Et je pense que l'offre politique républicaine est une offre qui est tout à fait respectable. Allez, dernier mot sur votre avenir personnel pour finir. Est-ce que vous serez candidate au régional ? On parle de vous dans la région Occitanie notamment. Alors, écoutez, j'entends tout cela. Je vous le dis très sincèrement, pour le moment, on a l'échéance électorale des municipales. Les ministres sont forcément intéressés par toutes les élections. Donc, je suis intéressée par toutes les élections, même si je ne suis pas candidate moi-même. Donc, oui, un intérêt très fort aux élections. Mais franchement, ma priorité actuellement, c'est plutôt les lois dont nous avons parlé. C'est plutôt la mise en place du système de retraite. Et c'est tous les projets que porte le ministère de la Justice. Très bien. Merci beaucoup, Nicole Belloubet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Fabrice Vessaredon. On va passer tout de suite au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui avec la bande de journalistes qui va nous rejoindre dans quelques instants. On parlera de la réforme des retraites présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Journée difficile dans les transports, des ports toujours bloqués, ce qui n'est pas sans conséquences, notamment en Corse. On sera en direct d'Ajaccio dans quelques minutes avec Roger Antec de Corse Matin. Et puis dans notre page municipale, on se penchera sur deux thèmes qui font la campagne, la sécurité et le logement. Mais avant cela, comme tous les vendredis, c'est l'heure du bilan de nos reportages en région consacré cette semaine et aussi aux municipales.
faire le bilan avec vous, Audrey. Bonjour. Bonjour. Vous étiez toute la semaine dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez suivi la campagne du côté de l'Ardèche, de Grenoble, de Lyon. Et justement, on va parler de Lyon avec vous. Ce matin, les derniers sondages qui donnent Europe Écologie Les Verts et La République En Marche au coude à coude dans un double scrutin là-bas. Vous nous l'avez bien expliqué dans votre reportage, municipal et métropolitain. Est-ce que les candidats écologistes peuvent faire tomber Gérard Collomb? C'est vrai qu'on peut se poser la question parce que quand on demande aux Lyonnais ce qui les préoccupe, il y en a beaucoup qui répondent on veut plus de transports en commun pour limiter la voiture en ville, on veut aussi plus d'espaces verts et de manière plus générale diminuer la pollution. D'ailleurs, quand on était en tournage, la ville connaissait et connaît encore un pic de pollution aux particules fines. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont voter vert aux prochaines élections? C'est pas si sûr. Déjà parce que les autres candidats ont compris que l'écologie c'était important, alors tout le monde verdit son programme. Gérard Collomb, quand on lui demande, il nous dit je veux allier écologie et économie. David Kimmelfeld, lui, est farouchement opposé au projet de création d'une autoroute qui contournerait la ville de Lyon, le fameux anneau des sciences. Pour la petite histoire, il y a quelques mois, il était pour. Maintenant, il est contre, parce qu'évidemment, autoroute et écologie, c'est pas très conciliable. Et puis, François-Noël Buffet, lui, il veut un grand Central Park à l'entrée de la métropole. Donc, beaucoup d'écologie dans les programmes, dans tous les programmes, et une campagne qui se lance. Elle était un petit peu oubliée, ou en tout cas éclipsée avec la réforme des retraites. Là, tout s'accélère. Et c'est un petit peu ce que nous explique Romain Mels. Il est chercheur associé au laboratoire Triangle à Lyon. Le thème de l'écologie est perceptible. Les gens qui perçoivent ce thème votent pour Europe Écologie Les Verts, enfin disent qu'ils vont voter pour Europe Écologie Les Verts, mais parce qu'ils n'ont pas encore regardé les programmes et ce qu'ils peuvent avoir d'écologique dans les autres. Quand les gens vont commencer à se saisir des enjeux, peut-être qu'effectivement, ils s'apercevront qu'il y a beaucoup d'écologie dans beaucoup de programmes. Est-ce qu'ils choisiront l'original ou la copie? C'est un peu difficile de le dire pour l'instant. Et puis, il ne faut pas oublier, Audrey, que les municipales, ça reste un scrutin local. Exactement. Et peut-être qu'au moment de voter, certains électeurs vont penser à leurs intérêts personnels, être pragmatiques et puis se pencher sur les questions de sécurité ou en tout cas de vie quotidienne. Et puis, en ce qui concerne la métropole, on l'a vu dans les reportages, c'est un territoire très vaste. Il y a 14 circonscriptions qui ont des intérêts différents, qui sont hétéroclites. Et encore une fois, on va dire 14 nuances de vert. C'est ce que nous explique Romain Mels. Il y a des enjeux écologiques, mais vous voyez, l'angoisse de la bétonisation, l'angoisse de la pollution, c'est pas la même partout. Et il y a des tas d'endroits dans la métropole où il y a plein de verdure, on est très à l'aise, on respire bien. Et donc l'angoisse est tout à fait différente que si vous vivez à Villeurbanne ou à Lyon, où l'espace vert est rare. Et donc, le dernier point faible des écologistes, si on peut dire, c'est peut-être le manque de notoriété. On a Bruno Bernard pour la métropole et Grégory Doucet pour la mairie. Et en face, on a Gérard Collomb avec les candidats qu'il soutient. Et Gérard Collomb, il a enchaîné plusieurs mandats. Il est très connu tant à Lyon que dans la métropole. Peut-être qu'au moment de voter, certains électeurs vont choisir la sécurité, préférer un candidat qu'ils connaissent au moment de glisser le bulletin dans l'urne. Et voilà, et on suivra tout ça, bien sûr, dans cette émission. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle que tous vos reportages réalisés avec Romane Boudier sont à regarder, à voir, à revoir sur notre site internet publicsénat.fr. Et puis, la semaine prochaine, on va poursuivre notre tour de France de cette campagne municipale. On sera notamment à Nice, à Fréjus ou à Mandelieu. Ce sera avec Quentin Calmet. Dans quelques instants, nous allons donc débuter ce club des territoires. On va accueillir nos journalistes et on va continuer à parler des municipales. On va parler d'un sujet qui est une préoccupation pour beaucoup d'électeurs, c'est la sécurité. Avec nos partenaires des télés locales, on va se rendre à Tours. La question de la sécurité s'invite dans la campagne des municipales. La délinquance augmente dans la métropole et le rôle du maire en matière de lutte contre l'insécurité n'est pas négligeable. Alors, comment mieux assurer la sécurité des Tourangeaux? Florent Cavel de TV Tours est allé à la rencontre du maire de la ville, mais aussi des candidats La République En Marche et écologistes. En matière de sécurité, les Tourangeaux que nous avons interrogés sont globalement sereins. Dans la journée, j'ai pas trop de soucis, je me promène, je vais en ville, je suis pas inquiète. Par contre, la nuit, je ne sors pas. Je me sens plutôt bien, c'est une ville calme, je me sens vraiment pas menacée parce que chaque problème, je peux compter sur la justice, du coup j'ai vraiment pas peur. Pourtant, la sécurité est bien l'un des thèmes de cette campagne des municipales à Tours. À raison, la délinquance augmente. Plus 10% de violences physiques crapuleuses, par exemple, entre 2017 et 2018. Le maire et candidat Christophe Bouchet met en avant l'augmentation du nombre de policiers municipaux. 85 en 2014, 95 actuellement, 110 dans les prochains mois. Autre fait marquant, l'ouverture d'un poste avancé de police municipale dans le quartier des Fontaines.
On a à la fois un bilan solide et une véritable expérience. On a créé le CSU, on a augmenté les effectifs. Le CSU, je rappelle que c'est le centre de supervision urbaine. On a augmenté les effectifs, on a réarmé nos policiers, on les a rééquipés, on a développé le nombre de caméras et donc on va poursuivre dans cette ligne-là. Parmi les propositions de Christophe Bouchet, l'objectif de 135 policiers municipaux, l'ouverture d'un poste avancé à Tours-Nord et enfin 100 nouvelles caméras. Augmenter les effectifs de la police municipale et les caméras de vidéosurveillance. C'est aussi l'objectif de Benoît Pierre. Le candidat de La République En Marche veut cibler les endroits prioritaires avec une cartographie participative. Alors ça sera assez rapide, il suffit de passer à une ville qui gère aussi ces données, ce qu'il n'y a absolument pas aujourd'hui sur la ville de Tours. Et donc la cartographie, elle se fait aussi à partir d'une application où les citoyennes et les citoyens vont pouvoir identifier des zones qui sont des zones à risque. Et donc ça permet assez rapidement d'avoir cette cartographie en quelques semaines à partir du moment où cette application existe. Autre proposition, la création d'une brigade de la tranquillité publique pour gérer les incivilités à partir du jeudi soir en centre-ville. Enfin, le candidat de la gauche unie, Emmanuel Denis. Pour l'écologiste, pas d'augmentation du nombre de policiers municipaux ou de caméras de surveillance. En revanche, un accent mis sur la prévention de la délinquance. On ouvrira un nouveau poste de police en centre-ville qui sera aussi bien sûr ouvert à la population puisqu'il faut recréer vraiment cette confiance entre la police municipale et entre la population. Et puis on développera les équipes de médiateurs de rue, d'éducateurs de rue qui permettront de faire vraiment cette politique de prévention qui nous permettra de réduire les problèmes d'incivilité et les problèmes de délinquance sur la ville. Les trois candidats se rejoignent sur un point. Il faudra mettre en place une coopération avec les autres communes de la métropole, notamment jouer les tours, car la délinquance ne connaît pas de frontières. Et on va donc commencer ce club des territoires. Bonjour Jean-Baptiste Forest, César Armand, Arnaud Benedetti et rebonjour Quentin Calmet. On voyait donc ce sujet à Tours sur la sécurité. La sécurité, Arnaud, c'est forcément un thème de campagne pendant les municipales. Oh oui, c'était un thème de campagne pendant les municipales, mais aussi pendant les élections présidentielles. Souvenez-vous, on a connu des scrutins où l'enjeu de la sécurité était un enjeu particulièrement important et clivant qui remuait fortement l'opinion publique. Mais si vous voulez, c'est un enjeu depuis finalement une trentaine d'années. C'est un enjeu qui est récurrent et c'est un enjeu surtout qui ne touche pas seulement les villes, qui touche aujourd'hui, puisqu'on parle des municipales, également les campagnes où la question de la sécurité devient un vrai sujet en soi, même dans les petits villages, même dans les cantons, on a cet enjeu-là. La difficulté, c'est que, si vous voulez, la sécurité, c'est quand même, malgré tout, j'allais dire presque structurellement, une mission de l'État. Et même si les collectivités essayent de se doter de moyens pour réguler le sujet, la vraie question reste celle de l'implication de l'État. Mais c'est quand même le maire qui est en première ligne, parce que, comme on le rappelle régulièrement, le maire est à portée d'engueulade, pour reprendre la formule de Gérard Larcher. Donc c'est lui qui doit, d'une certaine façon, faire face à une opinion publique qui est finalement confrontée à des problèmes d'incivilité, des problèmes de vol, des problèmes parfois de violence, de voies de fait. Et donc les maires, d'une certaine façon, sont aujourd'hui aussi d'excellents sismographes sur la montée des enjeux qui agitent la société, et la question de la sécurité en est un, et non seulement un enjeu qui est extrêmement clivant, mais un enjeu qui aujourd'hui, je veux dire, dépasse largement le cadre local. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste, vous avez fait un papier là-dessus, sur dans la Gazette des communes. Sécurité, les candidats sous pression, vous dites. Oui, tout à fait. Donc, dans cet article, on rappelle que selon un sondage du mois de décembre, la sécurité est la première thématique devant l'environnement, ce qui est un peu surprenant parce qu'on parle beaucoup plus d'écologie, tout du moins dans la sphère médiatique. Et donc, ça reste un enjeu extrêmement important, un peu comme en 2001. On se souvient qu'un certain nombre de municipalités avaient basculé de gauche à droite sous l'effet d'une pression de la population en faveur de mesures pour la sécurité. On se souvient par exemple d'Orléans. Et depuis
depuis 2001, on a assisté à une montée inexorable des polices municipales. En une trentaine d'années, on a vu les effectifs des polices municipales multipliés par 4. Toutes les villes sont équipées en vidéosurveillance. C'est vraiment une lame de fond, avec durant cette mandature un fait majeur, évidemment, les attentats. Et beaucoup plus de police municipale armée. On est passé de 37 à 50% de police municipale armée. Tout le monde s'y met, tout le monde veut sa police municipale. Le fait majeur pour l'instant de cette campagne, c'est quand même Anne Hidalgo, qui après avoir refusé une police municipale en 2014, s'y montre aujourd'hui favorable. C'est le signe aussi qu'il n'y a plus beaucoup de clivages très très forts entre la gauche, la droite, la République en marche sur ces sujets-là. Arnaud, pour finir sur ce sujet, c'est vrai que la question de la police municipale, elle est très présente dans les programmes de campagne des candidats. Oui, parce que si vous voulez, ça a été pendant très longtemps un marqueur de différenciation entre la droite et la gauche, puisque finalement, la gauche considérait, d'ailleurs avec une certaine raison, que la question de la sécurité, c'était une mission régalienne, c'était une mission de l'État, et c'était plutôt les municipalités de droite et les maires de droite qui se dotaient de police municipale. Aujourd'hui, on voit que ce mouvement, finalement, dépasse largement les clivages politiques et touche l'ensemble des offres politiques qui sont confrontées à cet enjeu sur le terrain. Et on va parler d'un autre thème de campagne, c'est le logement. Et c'est à la une du cahier territoire de la Tribune cette semaine. César Armand, le casse-tête du logement s'invite au municipal à Paris et ailleurs. Oui, parce que dans les mêmes métropoles se pose le même problème, à la fois l'accès à la propriété, à la fois l'accès au logement, au parc privé traditionnel, où les loyers s'envolent et excluent de plus en plus vers les périphéries. On a vu les gilets jaunes, la principale illustration de ce phénomène. Mais voilà, à Paris notamment, il y a eu 3 milliards d'euros sous le dernier mandat pour le logement social, premier poste d'investissement, mais ça exclut les classes moyennes, qui ne sont pas éligibles au logement social, et les très hauts revenus. Donc comment trouver des solutions ? Il y a des propositions qui sortent, comme créer des sociétés publiques-privées avec des acteurs privés et des acteurs publics, ce que propose Hidalgo. Mais est-ce que les investisseurs vont être prêts à la soutenir ? Ça, rien n'est moins sûr pour l'instant. Et puis il y a ce chiffre que vous rappelez cette semaine dans la Tribune, baisse du nombre d'habitants de 53 000 entre 2012 et 2017. À Paris, c'est devenu une ville inaccessible pour les classes populaires, pour les classes moyennes. Ça aussi, ça va être un thème de campagne à Paris. Bien sûr, mais c'est aussi là-dessus... Depuis 2001, il y a eu, je crois, entre 40 et 70 000 logements confisqués par les plateformes, qu'on ne nommera pas mais qu'on connaît tous, mais aussi par les résidences secondaires qui sont inoccupées. Et là, on parle de Paris, mais il n'y a pas qu'à Paris. D'ailleurs, dans la Tribune, vous parlez aussi de Marseille, de Toulouse et de Rennes. Oui, Marseille, c'est l'enjeu de la rénovation, notamment après l'effondrement des immeubles rue d'Aubagne. À Rennes, la ville se densifie, mais ça ne plaît pas à tout le monde, y compris aux alliés socialistes de Nathalie Appéré, notamment les écologistes. Et à Toulouse, c'est les mêmes problèmes qu'à Paris, c'est les prix qui sont grimpés en flèche et que rien semble pouvoir arrêter. Jean-Baptiste ? Oui, il y a aussi Bordeaux, qui est devenu une sorte de petit Paris, avec des prix qui ont été multipliés par 4 dans le centre de Bordeaux. Enfin, ça devient totalement délirant. C'est-à-dire que la part aujourd'hui qui est consacrée au logement par les ménages a été multipliée par 2 en l'espace de 50 ans. Alors on voit par exemple à Bordeaux, on consacre nous un article à Bordeaux, que les candidats essayent de mettre en place un office foncier, essayent de réguler les prix dans les zones d'aménagement concerté. C'est un mouvement quand même mondial qui touche toutes les métropoles et les élus n'ont pas forcément de gros leviers sur cette spéculation immobilière. Allez, voilà pour ces 2 thèmes de campagne. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir dans Bonjour chez vous, puisque tous les jours, on consacrera bien sûr une partie de cette émission municipale. On va continuer à parler de cette élection, justement. On va parler d'une ville de Marseille. On va regarder cette image de campagne. Ça se passait hier à Marseille, donc c'est Ségolène Royal, aux côtés de Samia Ghali, candidate à la mairie de Marseille. Et puis cette phrase de Ségolène Royal, Samia Ghali va être élue maire de Marseille. Ségolène Royal, Arnaud Benedetti, c'est un soutien important dans une campagne ou c'est plutôt un boulet ? Écoutez, je ne sais pas, je ne répondrai pas, disons, de manière binaire à cette question. Ce qui est sûr, je ne suis pas sûr qu'en effet, le soutien de Ségolène Royal change le rapport de force qui est quand même très défavorable pour Samia Ghali. Mais il y a une logique, Samia Ghali avait soutenu Ségolène Royal, Patrick Mennucci, qui est un proche de Ségolène Royal, est également un soutien de Samia Ghali. Le problème, c'est que dans cette ville, on voit que le rapport de force n'est pas forcément, quand on fait la mathématique, défavorable à
la gauche, mais que les désunions de la gauche profitent mécaniquement à la droite. Mais on voit bien aussi que Ségolène Royal est dans une stratégie progressive de mise en scène d'un éventuel recours à gauche, et donc si elle va sur le terrain municipal, c'est pour montrer qu'elle est présente. Je rappelle qu'elle a été démissionnée, ou elle a démissionné, c'est selon les interprétations de son poste d'ambassadeur des pôles, et qu'aujourd'hui elle est véritablement dans une stratégie de communication politique qui vise finalement à faire d'elle, encore une fois, un éventuel recours pour une gauche qui se cherche finalement une incarnation pour rassembler des forces politiques qui sont quand même particulièrement émiettées, comme c'est le cas à Marseille. Allez, on va continuer à parler de Marseille, mais on va le faire avec vous, Quentin, et via votre chronique des tweets. Et Quentin, vous avez fait pour nous un petit tour d'horizon des principaux comptes Twitter des candidats à l'élection à Marseille. Voilà, d'autant qu'il y a 3 sénateurs parmi ces candidats. On va commencer, vous allez le voir, par le compte Twitter de Bruno Gilles. Et vous allez le voir, la campagne, elle s'accélère. Beaucoup de sujets locaux. Je ne vous cache pas que voilà, ce sont des sujets à chaque fois locaux. Par exemple, le candidat dissident LR, il était hier aux côtés du Marseille, de celles et de ceux qui se lèvent et travaillent tôt chaque jour avec la visite du marché des Arnavaux. Autre candidate, cette fois-ci, vous le disiez, c'est Samia Ghali, donc la candidate issue du PS qui ne se revendique pas de l'étiquette, on le sait. Elle était donc avec Ségolène Royal, mais vous ne l'avez pas dit, ensemble, elles ont visité la décharge de Septem-les-Vallons, dont Ségolène Royal, voilà, mais elle le dit elle-même sur son compte Twitter, a décidé la fermeture à ma demande, dit Samia Ghali, lorsqu'elle était au ministère de l'Environnement. On va aller voir les autres candidats. Le 3e sénateur, Stéphane Ravier, lui, il était au vœu de l'hôpital d'instruction des armées, et d'ailleurs il a posté un second message, Stéphane Ravier, pour lui montrer qu'il veut axer sa campagne sur une autre question, celle du retour aux 90 km/h. Alors pourtant, on se dit que ce n'est pas forcément une compétence municipale, puisque c'est partagé entre le préfet ou le président du conseil départemental. Mais un dernier message enfin pour mentionner Martine Vassal, la candidate LR, qui était elle à l'inauguration d'une école du numérique, donc voilà, qui propose une nouvelle offre de formation au métier du numérique. Et justement, on a aussi parlé de la campagne des municipales à Marseille. Cette fois, c'était dans Libération, campagne des municipales et pas des réseaux sociaux. Exactement. Alors, c'est pas un article de la presse quotidienne régionale, Oriane. On vous pardonne. Voilà. C'est un article dans Libération. Je voulais vous le montrer parce qu'il est très intéressant. Je vous le conseille. Municipal à Marseille, une campagne à tweet vitesse. Et l'article raconte cette effervescence sur les réseaux sociaux entre ces tweetos sous pseudo qui commentent la campagne sur Twitter avec, je cite, un accès à la presse, à des prises de position d'acteurs et d'observateurs, mais aussi un espace de second degré et d'ironie, et les Marseillais adorent ça. Les candidats, eux, finalement, sont très frileux de leur côté, dans leur expression. Ils sont accompagnés, nous raconte l'article, d'une multitude de trolls, vous savez, des tweets qui surréagissent dès qu'on critique un candidat, et qui, donc, du coup, vont vous attaquer si vous émettez un commentaire sur la campagne de tel ou tel candidat. Et il y a donc, avec ce Twitter, un miroir grossissant, dit Libé, de la campagne municipale à Marseille, une campagne qui n'intéresse pas encore la grande majorité des Marseillais, mais l'article donne aussi les contacts pour vous, si ça vous intéresse, de tous ces comptes parodiques ou ironiques qui participent au débat, souvent avec un ton très décalé. Eh bien, merci Quentin. Toutes les semaines, tous les vendredis, vous viendrez nous faire un petit point de la campagne municipale sur les réseaux sociaux. Comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Ajaccio. On va retrouver Roger Antèche. Bonjour Roger, vous êtes rédacteur en chef à Corse Matin. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va d'abord parler des municipales dans les 2 plus grandes villes de Corse. On va commencer par Ajaccio. Le maire sortant, Laurent Marcangeli, a présenté sa liste hier soir. Oui, c'est véritablement le lancement de cette campagne. Alors, je vous écoutais, elle n'obéit pas encore à toutes les règles que vous venez de voir, aux étiquettes, aux partis. La République En Marche est invisible, les Républicains sont à peu près absents, il n'y a pas de Rassemblement national, donc c'est vraiment des étiquettes ou des ancrages très locaux que vont rechercher les candidats. Laurent Marcangeli, qui est le maire sortant et qui a été député UMP par le passé, a créé son mouvement Ajaccio.
et il a en face de lui une série de candidats qui se revendiquent donc véritablement d'ancrage locaux et particulièrement donc les nationalistes, puisqu'il y a à Ajaccio, comme à Bastia d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, trois listes nationalistes. Les trois familles nationalistes partent séparées, contrairement aux scrutins territoriaux, aux législatifs. Cette union avait fait leur victoire. Cette division à Ajaccio, peut-être le signe aussi d'un éparpillement. Et à un an des territoriales, c'est quelque chose qu'on observera beaucoup. Il y a les indépendantistes qui sont représentés, qui se sont alliés à quelques autonomistes qui sont au pouvoir avec eux. Il y a le courant de Gilles Simeone, le président de l'exécutif, qui a son candidat. Et il y a un troisième courant indépendantiste qui est présent, qui est Corinne Front, qui n'est pas associé à la majorité territoriale. Voilà. Donc c'est un paysage assez dispersé, dans lequel on peut penser que Laurent Marcangel, malgré tout, a la puissance et les atouts du sortant. Voilà pour le point à Ajaccio. Qu'en est-il de la campagne à Bastia, Roger ? Alors Bastia, c'est encore un autre enjeu parce que 2014 avait marqué la première grande victoire des nationalistes dans l'île. Hein. Gilles Simeone, avant de devenir président de l'exécutif, avait pris la ville à la maison Zuccarelli qui la tenait depuis plus d'un demi-siècle. Donc c'était une victoire qui avait marqué, qui avait probablement ouvert le passage vers d'autres victoires et en particulier vers les territoriales. Aujourd'hui, le problème de Gilles Simeone qui n'est plus maire de Bastia, puisque lorsqu'il est devenu président de l'exécutif, il a placé Pierre Savelli à la tête de la municipalité. Le problème aujourd'hui de ce courant-là, de Femma Corsica, c'est précisément allié d'ailleurs à des socialistes, à un bout de la droite aussi, là aussi très éparpillé. Le problème, c'est de conserver cette mairie, et c'est probablement la ville qu'on va le plus observer en Corse, parce que là encore, tout ça peut avoir des répercussions pour le scrutin à venir des territoriales dans un an. Et on suivra ces municipales avec vous, Roger. On va parler d'un autre sujet, hein, c'est la réforme des retraites qui a des conséquences. La conséquence, c'est le blocage des ports, notamment du port de Marseille. Et ça a un impact sur les traversées entre la Corse et le continent. Quelles sont les conséquences en Corse? Est-ce qu'il y a des pénuries? C'est un problème d'approvisionnement. Il y a eu ce risque-là, on l'a vu poindre au tout début du conflit. Hein. Alors, il y a deux conflits en un. Hein. Il y a effectivement les répercussions des opérations port-mort à Marseille sur le trafic, à Marseille en particulier, qui est le principal port de la desserte de la Corse. Mais il y a un autre conflit, qui est celui-là, le conflit de l'une des deux compagnies, la Corsica Linea, pardon, pas Corsica Linea, mais la Méridionale, qui assurait la desserte de services publics et qui en a été exclu aux derniers appels d'offres. Donc ces marins-là, aujourd'hui, sont en grève depuis plus de 2 semaines maintenant, et retiennent à quai à Marseille les bateaux de l'autre compagnie, Corsica Linea. Et c'est cette partie-là du conflit qui a le plus affecté la Corse, parce que ces bateaux-là assure l'essentiel de l'acheminement du fret vers l'île, et notamment en grande distribution, bâtiments. C'est des secteurs qui ont souffert ces derniers 15 jours, parce que approvisionné au compte-gouttes, il y a un seul bateau qui assure les rotations, là où hier il y en avait 3, voire 4 par jour. La Corsica Ferries continue de naviguer, elle est hors service public d'ailleurs, et c'est cette partie-là qui pose problème aujourd'hui sur l'approvisionnement de la Corse, avec effectivement des remorques qui arrivent, des remorques qui n'arrivent pas, et quelque chose qui est assez discontinu dans l'approvisionnement des principaux secteurs de l'économie. Voilà ce qui pose problème aujourd'hui. Alors on voit les problèmes, vous nous les avez bien expliqués. Est-ce qu'une issue se profile ? Alors, du côté du conflit contre la réforme des retraites, je ne pourrais pas me prononcer, mais en revanche, pour le conflit qui est propre à la méridionale, il y a des discussions qui ont commencé entre les directions de la méridionale et celles de Corsica Linea aujourd'hui, en vue des prochains appels d'offres, et notamment en vue de la constitution d'une CEMOP qui devrait être l'embryon de la future compagnie régionale. On nous dit aujourd'hui que ces discussions, et qui portent notamment sur une garantie de l'emploi pour les 500 marins de la méridionale dans l'avenir, quelle que soit d'ailleurs l'issue des appels d'offres, des appels au marché de la desserte, on nous dit que ces discussions-là aujourd'hui sont sur le point d'aboutir ou d'être conclues. Donc cette partie-là du conflit qui permettra le rétablissement de la desserte publique de l'île devrait être résolue.
quant au problème des ports de Marseille à travers le mouvement des dockers, on n'a pas beaucoup de visibilité, comme souvent d'ailleurs en Corse, qui dépend largement de ce qui se passe sur le port de Marseille. Eh bien, merci beaucoup, Roger Antech, merci, rédacteur en chef de Corse Matin. On va voir la une de Corse Matin aujourd'hui, Université. La victoire assurée de Doumé Federic. C'est à la une de Corse Matin. Merci, Roger, d'avoir été en direct d'Ajaccio avec nous. Une réaction, Arnaud, peut-être d'abord un petit mot sur ces municipales, Ajaccio à Bastia. Oui, vous savez, il y a une singularité de toute façon du vote en Corse. Le véritable enjeu pour ce qui concerne la Corse, c'est en effet l'offre politique de la majorité territoriale qui est aux manettes maintenant depuis un certain nombre d'années. Et on voit que sur cette question-là, il y a une stratégie il y a des différentes interprétations entre Jean-Guy Talamone et Gilles Simeoni. Gilles Simeoni a une vision finalement de ces municipales où il veut mener des listes d'ouverture, c'est-à-dire rassembler au-delà du camp nationaliste en considérant qu'il faut faire venir des gens de la société civile, des gens de droite, des gens de gauche. C'est une stratégie finalement de renforcement de l'implantation de sa majorité et il y a une autre interprétation qui est celle notamment des indépendantistes mais aussi des autonomistes qui sont conduits par Jean-Christophe Angelini qui vise à finalement reproduire le schéma qui est celui des territoriales, c'est-à-dire une famille nationaliste unie. Donc le débat aujourd'hui, il se tient principalement dans les grandes villes, c'est-à-dire Ajaccio, Bastia, éventuellement Porto Vecchio. Mais on peut considérer, en faisant quelques pronostics, que vraisemblablement les nationalistes conserveront Bastia. Je rappelle qu'ils sont d'ailleurs élus avec des gens de droite et des gens de gauche. C'est une liste d'ouverture. Ça sera beaucoup plus difficile pour eux de l'emporter à Ajaccio et le maire sortant devrait en principe confirmer l'essai réalisé il y a maintenant 6 ans. Et un mot rapidement sur cet autre sujet, ces blocages. C'est récurrent. C'est récurrent à la Corse, mais là, vous avez 2 conflits en un. Vous avez, comme l'a très bien expliqué le rédacteur en chef, il y a le blocage du port de Marseille qui est lié à la réforme des retraites, et puis un problème finalement de partage du marché entre 2 compagnies, la Corsica Linea et la Méridionale. C'est récurrent, ceci dit, quand même globalement, ce que l'on sait, c'est que malgré tout, l'approvisionnement a pu se faire tant bien que mal, et il semblerait quand même qu'on aille vers une sortie de ce conflit dans les heures qui viennent. Et on suivra tout ça. On va parler du dernier thème de ce club, c'est la réforme des retraites. Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui, puisque c'est ce matin qu'est présenté le texte en Conseil des ministres. Ce texte, on en parle beaucoup, mais que contient-il précisément? La réponse avec Jérôme Rabier. Principe phare du projet de loi du gouvernement, en finir à terme avec les 42 régimes de retraite qui versent des pensions de base ou complémentaires, remplacés par un unique système universel. Fini également le calcul de la pension de retraite en prenant comme référence les 6 derniers mois pour les fonctionnaires ou les 25 meilleures années pour les salariés du privé. Désormais, pour tout le monde, c'est l'ensemble de la carrière qui sera prise en compte. Question la plus sensible du projet du gouvernement, à quel âge et avec quel niveau de pension pourront partir en retraite les Français? Si l'âge pivot a été retiré du projet de loi, il reste dans le texte la notion d'âge d'équilibre, fixée à 64 ans en 2027. Reste en discussion l'alternative à l'âge pivot que les partenaires sociaux doivent trouver lors de la conférence de financement qui commencera le 30 janvier. La prise en compte de la pénibilité et des critères pour la calculer n'est pas non plus complètement arrêtée. Enfin, les périodes de transition pour les salariés qui bénéficient de régimes spéciaux sont encore en négociation. La marge de manœuvre financière paraît elle aussi limitée pour les parlementaires, le gouvernement ayant martelé que les pensions de retraite devront ne pas dépasser les 14% de PIB qui leur sont actuellement dédiés dans le budget national. Voilà pour ce sujet de Jérôme Rabier. Texte présenté ce matin au Conseil des ministres, on l'a dit, Arnaud Benedetti. Est-ce que c'est une journée décisive pour la réforme des retraites ou pas ? On va voir. De toute façon, ce qui est clair, c'est que le mouvement social aujourd'hui est au milieu du gué. On a vu que quand même les agents de la RATP, les cheminots étaient revenus à leur poste de travail parce que tout simplement il y a une contrainte technique qui s'appelle la fin du mois et la feuille de paye qui fait que le mouvement s'essouffle parce que tout simplement ça pose des questions, j'allais dire matérielles aux gens qui sont en grève. Donc ils essayent d'avoir d'autres formes de mobilisation, parfois un peu plus violentes, ou en tout cas d'interpellation des pouvoirs publics.
publique. Moi, je crois fondamentalement, c'est que l'opinion publique, même si elle est plutôt favorable au mouvement social, a intériorisé que le gouvernement irait jusqu'au bout de cette réforme, sans savoir d'ailleurs véritablement quel est le contenu de cette réforme, parce que, in fine, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Est-ce qu'on peut parler encore d'universalité des régimes, alors qu'il y a un certain nombre de régimes spécifiques qui vont être concédés? Sur l'âge pivot, rien n'est clair. Il y a la question du financement, la question de l'étude d'impact. Donc, on est quand même là aussi dans une espèce de, j'allais dire, de brouillard sur le plan législatif, dont les sénateurs d'ailleurs ont largement commenté et montré qu'ils étaient extrêmement critiques sur la façon dont le gouvernement gérait la situation. Mais globalement, l'opinion publique a intériorisé que vraisemblablement cette réforme irait jusqu'au bout. Sous quelle forme? Et elle ne sait pas. Mais je pense que maintenant, au-delà de la question sociale, qui demeure, et des mobilisations qui demeurent encore, on le voit aujourd'hui, c'est le coût politique de cette réforme. Le coût politique, on va déjà commencer à le mesurer lors de ces élections intermédiaires que sont les municipales. Et là, on voit bien que c'est finalement un sujet qui se pose, c'est-à-dire est-ce qu'on peut réformer en force la société française? Vous savez, il y a un sociologue il y a quelques années, il y a même très nombreuses années, Michel Crozier, qui disait on ne change pas la société française par décret. C'est un peu la même manière, c'est-à-dire qu'on ne change pas vraisemblablement une société en lui imposant des réformes sans être capable de finalement disposer d'espaces de concertation et de compromis qui permettent que ces réformes, la plupart des Français puissent y adhérer. Un mot, Jean-Baptiste? Oui, ça permet quand même au gouvernement d'occuper le terrain, cette réforme des retraites. C'est un marqueur quand même très fort vis-à-vis de l'électorat de droite. On verra les résultats au municipal. On sait que dans les grandes villes, les municipales sont souvent très nationalisées. Donc, la République En Marche espère quand même remporter quelques suffrages à la faveur de cette réforme. Et on suivra tout ça avant de se quitter, comme tous les jours. On va regarder ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux avec Quentin. Quentin, on commence avec Vosges Matin. Le raid interpelle un terroriste présumé. Du jamais vu dans les Vosges, Oriane. C'est ce que dit la légende de la photo en une de Vosges Matin. Regardez, un homme fiché S et soupçonné de préparer un attentat a été interpellé. On a même l'image de son interpellation. C'était hier à Épinal. Des explosifs, alors on parle de 4 ou 5 explosifs qui ont été retrouvés à son domicile. Dans le journal, on dresse le portrait de cet homme de 48 ans, connu des services de police. On raconte donc aussi son interpellation. Il y a même une vidéo sur le site de Vosges Matin. Et la façon dont tout le centre-ville a été comme cela bouclé hier. Et ça a pu inquiéter notamment les commerçants. Et on continue avec la Provence, les cris et les cris. Voilà, vous en parlez il y a un instant. Eh bien, la Provence titre les cris et les cris avec ce photomontage, avec d'un côté les manifestations au flambeau, les marches au flambeau hier qui étaient organisées dans plusieurs villes de France. Et de l'autre côté, effectivement, le portrait d'Édouard Philippe avec cette présentation au Conseil des ministres de la réforme des retraites. Mais donc dans le journal, on revient notamment sur ce que prévoit le projet de loi de réforme et aussi avec une interview du politologue Pascal Perrineau. Et qu'est-ce qu'il y a à la une de l'Indépendant, Quentin? Eh bien, je vous le montre. Ce sont les blessures de Gloria à la une du journal basé à Perpignan. On revient donc sur cette tempête. Je cite le journal, l'équivalent de 3 à 5 mois de pluie en 3 jours. Pas de victimes, dit le journal, mais de gros dégâts. Maintenant, il y a les risques d'inondation et d'avalanche. On parle notamment de la quantité de neige qui peut tomber en un an, qui est tombée en 3 jours dans les Pyrénées. Et on va terminer avec le Courrier de l'Ouest. Voilà ce que les Angevins attendent des élections. On continue sur ce dossier à 2 mois des élections municipales. Et donc sur le marché Lafayette, eh bien, on est très loin de l'isoloir. Regardez dans les pages intérieures avec effectivement cet article au plus près dans les allées du journal où beaucoup de gens sont encore peu intéressés par le scrutin. Les plus jeunes semblent même être très éloignés des urnes, dit l'article. Mais donc il reste 2 mois pour inverser ce constat. Merci beaucoup Quentin pour cette revue des unes. On va regarder vos unes, messieurs, la une de la Gazette des communes. La parité, c'est pas gagné, Jean-Baptiste. Oui, c'est pas gagné du tout, puisqu'on a 16% de maires à la tête des communes et 8%, c'est encore beaucoup moins, à la tête des intercommunalités. Donc quand on voit les candidats, en particulier dans les grandes villes, en dehors de Paris et de quelques autres villes, on voit avant tout des hommes. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'inversion de la tendance à l'occasion des prochaines élections. Donc c'est pas gagné. À la une de la Tribune, Renaud Luca de Méo, prêt à prendre la relève. Oui, parce qu'il y a des questions qui se posent sur le départ de Jean-Dominique Sénard
à la suite aussi de l'éviction de Thierry Bolloré, qui était le numéro 2 de Carlos Ghosn. Et dans le cahier de territoire, on en a parlé, le casse-tête du logement qui s'invite au municipal. Et puis un nouveau numéro de la revue politique et parlementaire, Arnaud, territoire sous tension. Oui, c'est un dossier consacré au territoire à la veille des municipales. On a convoqué bien évidemment des élus. Il y a une interview extrêmement riche de Gérard Larcher qui appelle à un nouvel acte de décentralisation. Il y a un papier de votre consoeur Perrine Tarnot sur le blues des maires. Il y a un certain nombre d'universitaires qui aussi réfléchissent sur les questions de décentralisation, de différenciation. C'est un numéro qui vise à essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi les territoires, en effet, sont sous tension. Rappelez-vous quand même que la crise que nous avons vécue il y a un an, c'est une crise qui vient des territoires, c'est une crise sociale des territoires, la crise des Gilets jaunes. Et donc, c'est toutes ces questions que l'on traite dans ce prochain numéro qui sort début février. Et vous nous en reparlerez, bien sûr, Arnaud. On vous retrouve d'ailleurs lundi. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous lundi. L'invité politique, David Béliard, candidat écologiste à la mairie de Paris. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.